La Corée du Nord vient d'envoyer des milliers de troupes sur les lignes de front de l'Ukraine. Avec la Russie subissant des pertes massives, plus de 670 000 soldats morts ou blessés, Poutine a désespérément besoin des renforts. Entrer en Corée du Nord, intervenant avec jusqu'à 10 000 troupes pour soutenir les forces russes. Des rapports des services de renseignement sud-coréens suggèrent que ces soldats se battent déjà aux côtés des Russes. La guerre de l'Ukraine contre la Russie pourrait désormais impliquer deux pays. Mais pourquoi la Corée du Nord fait-elle cela? Et est-ce que cela fera vraiment une différence? Creusons ce que cela signifie pour la guerre et ce qui pourrait se passer ensuite. Commençons par les rapports sur les troupes nord-coréennes en Russie. Le rapport du 15 octobre par le renseignement sud-coréen, corroboré par le renseignement ukrainien, présente quelques divergences de chiffres. Certains rapports indiquent que le nombre de troupes nord-coréennes envoyées n'est que de 3000, tandis que d'autres suggèrent un chiffre plus élevé de 10 000. Plus inquiétant encore, cela pourrait ne pas représenter la totalité de l'aide militaire directe envoyée par la Corée du Nord en termes de troupes. Le nombre réel de Nord-Coréens est peut-être plus élevé. Les médias russes et les sources du Kremlin ont fermement nié toute affirmation selon laquelle la Corée du Nord est directement impliquée dans les combats en première ligne. Un porte-parole du Kremlin a suggéré que les rapports de la Corée du Sud et de l'Ukraine étaient des canulars ou des rumeurs infondées visant à présenter la Russie sous un mauvais jour une fois de plus. Cependant, le même porte-parole a suggéré que la Corée du Nord est un voisin proche, et que les deux nations développent des relations dans tous les domaines. Mais jusqu'où vont ces relations? Et soutiennent-elles les rapports sur la présence de troupes nord-coréennes en Russie? L'alliance réelle entre la Russie et la Corée du Nord remonte à des décennies. L'une des unions les plus notables a été celle de la Russie, ou de l'Union soviétique à l'époque, qui s'est alliée à la Corée du Nord pendant la guerre de Corée dans les années 50. Depuis, l'Union des républiques socialistes soviétiques puis la Russie ont soutenu l'économie et l'armée nord-coréenne. Certains designs militaires nord-coréens trouvent leurs racines dans l'armement soviétique. Cependant, l'implication de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine peut s'expliquer par des annonces bien plus récentes. L'une d'elles est un traité de partenariat stratégique global entre les deux nations, signé en juin 2024, dans lequel les deux pays promettent de venir en aide à l'autre si le territoire de l'un ou de l'autre est menacé par une tierce partie. Le libellé de la déclaration est étrangement proche du célèbre article 5 de l'Alliance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui exige que tous les membres se défendent mutuellement contre les nations non membres. Avec la Russie formant sa propre version de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, incluant des nations autocratiques, comme la Corée du Nord, l'Occident s'inquiète de l'ampleur de cette alliance. L'Occident a en effet des raisons de s'inquiéter. Il s'avère que l'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie va bien au-delà de simples troupes. Des rapports datant de février 2024 suggèrent que la Corée du Nord a envoyé plus de 13 000 conteneurs de munitions d'artillerie à la Russie, depuis août 2023. Cela implique que la Corée du Nord aide la Russie au moins indirectement depuis plus d'un an maintenant. De plus, les conteneurs suspectés étaient estimés contenir plus de 3 millions de coquilles d'artillerie de 122 mm, ou plus d'un demi-million de coquilles de 152 mm. Le rapport n'a pas pu clarifier le type exact de munitions d'artillerie envoyées. La Russie étant un important producteur national des mêmes types de munitions, le nombre réel est probablement un mélange des deux. En retour, la Russie a envoyé des fournitures alimentaires et agricoles en Corée du Nord, aidant à stabiliser les prix des aliments dans le pays. Les envois de nourriture à un pays bien moins peuplé que la Russie ne sont pas un fardeau pour celle-ci, et lui donnent accès à des ressources potentiellement utiles à l'avenir. La main-d'œuvre. Malgré son manque de technologie militaire, de pression géopolitique et d'influence mondiale, la Corée du Nord reste une nation très militarisée. Sa population totale n'est que d'environ 26 millions de personnes. Pourtant, on estime qu'elle compte 1 300 000 membres actifs du service militaire. Cela s'explique par les exigences de service obligatoires, parmi les plus strictes au monde dans ce pays. Les hommes nord-coréens servent dans l'armée pendant 8 ans, au lieu de 10 auparavant, et les femmes pendant 5 ans. Selon des estimations, en cas de guerre, la Corée du Nord pourrait mobiliser environ 7,5 millions de personnes, soit plus d'un quart de sa population. Et effectivement, cela peut sembler peu significatif, sachant que techniquement, la Corée du Nord n'a pas été en guerre depuis le milieu du XXe siècle. De plus, la technologie militaire du pays serait inférieure à celle des pays occidentaux, surtout les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et pourtant, la mention de la Corée du Nord s'alliant à la Russie rend toujours l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord méfiante. Examinons de plus près cette notion précédente. L'armée nord-coréenne n'a pas un niveau d'expérience et de technologie particulièrement élevé, mais la Corée du Nord envoie du matériel militaire à la Russie depuis plus d'un an maintenant. De plus, des rapports
indique que la Corée du Nord a envoyé ses ingénieurs militaires pour superviser et opérer l'équipement qu'elle peut utiliser dans son armée. La Corée du Nord a également tenté au moins 40 et un lancement de missiles en 2023. Le département d'État américain estime que le budget militaire nord-coréen est dérisoire comparé à celui de ses voisins, à seulement 4 milliards de dollars par an. Cependant, les capacités militaires conventionnelles du pays comprennent toujours environ 4000 chars, 476 avions de combat capables et 5500 lance-roquettes multiples, parmi d'autres véhicules. L'armée coréenne, malgré son équipement désuet, nourrit des projets ambitieux pour devenir une force militaire autonome, notamment face à son voisin du Sud. Mais pourquoi la partie concernant l'envoi d'ingénieurs par la Corée du Nord est-elle importante ? La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire, où les technologies nouvelles et anciennes se combinent de manière inédite. L'Ukraine et la Russie ont débuté le conflit avec des armes et équipements relativement modernes. Cependant, au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les deux pays ont développé leur stratégie dans deux directions. Premièrement, les nations ont utilisé leurs anciens véhicules obsolètes, comme les chars T-64 et T-72 ou de vieilles pièces d'artillerie tractées. Parfois, les armes sur le champ de bataille étaient les mêmes que celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. En outre, la Russie a pu moderniser son équipement, disposant de l'une des plus grandes armées du monde, avec des liens étroits avec la Chine. À cette fin, les chars modernes T-90M et les avions de chasse MiG-35 étaient considérés comme le summum de la technologie militaire russe. Mais l'atout principal de l'armée russe était l'artillerie. La Russie détient le plus grand arsenal mondial d'artillerie tractée et autopropulsée, malgré la perte d'environ 19 000 de ses armes durant la guerre. Les progrès de l'artillerie russe étaient tels que le lanceur autopropulsé le plus moderne, le 2-16-19, pouvait tirer environ 10 obus par minute. Cela dépasse de loin les capacités de l'artillerie occidentale. Même l'ancienne artillerie russe était considérée comme l'une des plus performantes de son époque. En plus de leur capacité à fabriquer plus d'obus d'artillerie que tout autre pays, la Corée du Nord utilise sa propre industrie pour augmenter ses chiffres. Le résultat est un assaut stupéfiant causé par l'artillerie russe, qui était l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine avait du mal à lancer des contre-offensives dans le Donbass. La capacité russe à établir une ligne d'artillerie et à exploiter son avantage numérique a minimisé l'importance de son manque de chars modernes pour progresser. Mais l'Ukraine a aussi reçu des armes et des véhicules assez modernes, en don de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parmi ceux-ci figurent les systèmes de défense aérienne patriotes essentiels, les chars M, un Abrams, les M2 Bradleys et les véhicules de soutien d'infanterie CV-90 et même des avions de chasse F-16 qui pourraient contrer directement les nombreux jets MiG-29 russes. Malgré tout cela, la présence d'ingénieurs et d'officiers militaires nord-coréens du côté russe du champ de bataille devient un peu plus claire. Ces hommes et femmes peuvent acquérir une expérience réelle sur les armes qui fonctionnent sur le champ de bataille et celles qui ne fonctionnent pas. De plus, la Corée du Nord a aussi envoyé ses missiles longue portée à la Russie pour son usage. L'une de ses principales armes est le missile KN-23, avec une portée maximale d'environ 400 à 430 miles. L'utilisation de missiles dans de vraies missions permet aux ingénieurs d'obtenir des données cruciales pour comprendre les échecs constants de leurs tests. Plus important encore, chaque lancement permet à la Corée du Nord d'acquérir de l'expérience pour fabriquer de meilleurs missiles à l'avenir. Cependant, l'économie et l'isolement géopolitique de la Corée du Nord impliquent à ce que ses progrès dans ce domaine ne lui permettront probablement pas de rattraper son voisin. Considérons les KN-23 déjà évoqués. Selon les analystes, environ la moitié des tests de missiles effectués par la Corée du Nord jusqu'à présent ont échoué, n'atteignant pas leur cible prévue. Cela signifie qu'actuellement, le danger potentiel que ces armes représentent est relativement faible, surtout étant donné que la Russie et l'Ukraine ont prouvé que les défenses anti-aériennes superposées sont efficaces pour faire face à ce type de menace. Mais si les missiles envoyés en Russie sont suffisamment testés dans des situations réelles et contre des défenses modernes, les ingénieurs pourraient comprendre ce qui cause les échecs de lancement et améliorer les chances de succès. Néanmoins, l'Ukraine étant un terrain d'essai, même les tests ratés peuvent constituer un danger important pour le pays. Un missile qui n'atteint que partiellement sa cible a toujours de fortes chances d'atterrir quelque part en Ukraine, causant potentiellement des dommages collatéraux graves et la mort des civils. En somme, la Corée du Nord se sert de la Russie pour tester sa propre aptitude au combat. Cela se fait principalement en évaluant sa capacité de production de munitions d'artillerie. Les installations d'exportation fonctionnent à pleine capacité, tandis que les installations domestiques ne sont qu'à 30%. Pendant ce temps, une grande partie de cela consiste à améliorer les armes nord-coréennes pour augmenter leurs chances d'atteindre leur cible. Mais à quel point les 10 000 soldats supplémentaires de la Corée du Nord vont-ils compter à l'échelle de la guerre en Ukraine ? La réponse est pas beaucoup.
Rappelez-vous qu'ils ne sont probablement pas formés et expérimentés. En fait, il est très probable que leur présence sur le champ de bataille sert un but complètement différent de celui que vous pourriez penser. La Corée du Nord a un personnel militaire actif de près de 1,3 million. Cela le place à peu près de la même taille que les États-Unis ou la Russie, selon les chiffres fournis par le Kremlin, ou les analystes russes sur la puissance militaire russe. Et on estime que la Russie a perdu plus de 670 000 soldats, qui sont soit morts, soit trop blessés pour retourner au service militaire. Donc, 10 000 hommes d'un pays qui ne peut pas former ses soldats aux tactiques militaires modernes ou effectuer des exercices internationaux sont pratiquement une goutte d'eau en termes de corps jetés à la guerre. En fait, les données de septembre 2024 suggèrent que c'était le mois le plus meurtrier pour la Russie, avec plus de 1250 victimes par jour, du moins selon le ministère ukrainien de la Défense, et c'était le 5e mois consécutif où le nombre de victimes n'est pas descendu en dessous de 1200 par jour. Certains analystes suggèrent que le bilan des morts russes ne va qu'augmenter dans les mois à venir. La raison en est l'arrivée du froid, où les Ukrainiens auront l'avantage de combattre sur leur propre territoire, avec des armes et des véhicules mieux adaptés aux conditions de combat enneigées. Vu le nombre de soldats que la Russie a perdus, et le nombre de soldats que possède la Corée du Nord, les implications sont évidentes. Les 10 000 troupes ne sont probablement que le début des déploiements de la Corée du Nord en Russie. Sur la base des statistiques passées, ces 10 000 hommes peuvent théoriquement être anéantis en un peu plus d'une semaine s'ils sont placés quelque part près du champ de bataille. C'est probablement aussi pourquoi les rapports de signalement de troupes du Nord sont légèrement vagues, car il n'y a aucune confirmation qu'ils aient réellement été déployés dans une partie active de la ligne de front. Il est fort probable que la Corée du Nord envoie davantage de troupes en Russie prochainement. Même s'ils ont besoin de quelques mois de formation de suivi avant d'être déployés sur les lignes de front réelles, la Russie peut obtenir un autre stock de soldats prêts à partir pour l'Ukraine. Et ce ne serait pas un instant trop tôt. Les chiffres du personnel militaire actif russe peuvent être très trompeurs. Bien que les analystes estiment que la Russie compte 1 300 000 de militaires actifs, la plupart d'entre eux sont probablement des conscrits effectuant leur service obligatoire d'1 an. Ces soldats sont dans un état similaire à ceux que la Corée du Nord envoie. Il est improbable qu'ils soient bien formés ou équipés pour affronter les tactiques et armes modernes ukrainiennes. Des interviews de prisonniers de guerre de Koursk indiquent que la Russie a considérablement réduit les dépenses en formation militaire. Les personnes interrogées, Anthony, ont affirmé que des soldats avaient été envoyés à des postes militaires pour servir après seulement 2 semaines de formation. Et la Russie ne peut même pas utiliser légalement ses conscrits à l'étranger. Techniquement, Poutine pourrait tenter de renverser cette décision et modifier la loi. Cependant, l'interdiction de déployer des conscrits à l'étranger est survenue après la désastreuse guerre soviéto-afghane des années 80, qui a fait plusieurs millions de morts civils et de soldats, un bilan se suivant de près. Par conséquent, forcer les conscrits à rejoindre les combats en Ukraine, ou du moins à le reconnaître publiquement, serait probablement d'une très mauvaise publicité pour Poutine. Ainsi, il doit compter sur des soldats contractuels et des mercenaires pour les offensives russes. Parallèlement, des combattants volontaires du monde entier ont rejoint la Légion internationale ukrainienne pour lutter contre l'invasion. Même avec les soldats contractuels et mercenaires, le nombre de troupes russes sera probablement bien inférieur aux suggestions. Selon un rapport de The Riddle, l'armée russe a signé près d'1 demi-million de contrats en 2023. Cependant, le même rapport suggère que l'armée a considérablement réduit la durée minimale stipulée dans le contrat. Les prisonniers qui s'engagent dans l'armée pourraient voir leur peine réduite à seulement 3 mois. Cela signifie qu'une seule personne aurait pu signer plusieurs contrats en une seule année. De plus, tous les soldats ne vont pas renouveler leur contrat après leur expiration, ce qui réduit encore plus le nombre de militaires actifs en Russie. Le rapport Riddle implique que sur les demi-millions de contrats indiqués, seulement 180 000 d'entre eux sont susceptibles de rester actifs tout au long de 2024. Poutine a annoncé que l'âge limite pour le service militaire a été relevé afin d'augmenter les effectifs. Notez cependant que ces conscrits en première année de service seront inutilisables en Ukraine. Cela signifie que la Russie devrait attendre que ces recrues signent de nouveaux contrats après le service obligatoire. Pendant ce temps, la Russie a subi de lourdes pertes militaires. Heureusement pour eux, la Corée du Nord dispose de nombreux soldats, missiles et obus d'artillerie pouvant être envoyés en Russie. La Corée du Nord a un besoin urgent de fonds, nourriture et expertise militaire, toutes des ressources que la Russie pourrait fournir. Comment la Russie et la Corée du Nord justifient-elles ces actions ? La réponse est liée au pacte militaire précédemment mentionné entre les deux nations et au récent succès de l'Ukraine. En août, l'Ukraine a réussi l'impensable, passer à l'offensive.
L'incursion décisive de Koursk a été une campagne militaire de 3 semaines qui a vu l'Ukraine occuper environ 500 miles carrés de territoire russe. Les conscrits russes et les soldats stationnés à Koursk se sont soit rendus, soit retirés face aux soldats ukrainiens envahisseurs. La réponse du Kremlin à la situation a été lente. La Russie n'a pas réussi à monter une défense efficace contre les soldats envahisseurs. Ce serait 1 mois après le début de l'opération que la Russie a finalement annoncé une contre-offensive dans la région. Malgré cela, selon la plupart des rapports de mi-octobre, la Russie n'a repris le contrôle que de la moitié du territoire occupé. L'invasion de Koursk a été une énorme victoire pour l'Ukraine. Cela a montré que la Russie n'était pas bien préparée à se battre sur son propre sol. Mais surtout, les menaces de Poutine d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'invasion de la Russie se sont révélées peu crédibles. Cela a permis à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de se réunir et de proposer des mesures plus fortes pour armer l'Ukraine. Le chef militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a déclaré que l'Ukraine pourrait potentiellement utiliser des missiles à longue portée fournis pour frapper précisément le territoire russe, ce que les États-Unis ont interdit en envoyant leurs missiles. Mais c'est l'invasion de Koursk qui donne à Poutine le prétexte pour impliquer la Corée du Nord. Grâce au pacte militaire signé entre les 2 pays avant l'invasion, Poutine peut affirmer que l'intégrité territoriale de la Russie a été menacée. Le pacte permet à la Corée du Nord d'envoyer ses troupes en Russie, pour l'aider contre l'armée ukrainienne. La véritable raison de la présence des soldats est probablement qu'ils augmentent le nombre de Russes sur la ligne de front, loin de la Russie. La Russie a suffisamment de conscrits pour défendre ses frontières, mais probablement pas assez de soldats professionnels pour continuer à déployer en Ukraine. Il est donc probable que les Nord-Coréens viennent s'ajouter aux nombreux morts accumulés par la Russie dans le cadre de sa guerre. La folie de Poutine suit une certaine logique. Bien que la Russie ait subi des pertes significatives en Ukraine, l'armée ukrainienne ne s'en sort pas beaucoup mieux. Il y a aussi le fait que l'Ukraine est un pays plus petit et moins peuplé que la Russie, donc elle a encore moins d'hommes à mobiliser. La Corée du Nord sera sans doute ravie d'envoyer davantage de soldats en Ukraine. Le pays ayant un service militaire obligatoire de plusieurs années, il peut rapidement reconstituer ses réserves. Le prestige et l'expérience que l'armée nord-coréenne gagnerait de ces tests en Ukraine vont probablement donner au pays un regain de morale significatif. Cela peut créer une boucle de rétroaction positive de la Corée du Nord, en voyant un flux relativement ininterrompu de soldats en Russie, dans le but de leur donner une expérience précieuse pour une future guerre, probablement contre la Corée du Sud, ou de réduire la pression économique du pays. L'invasion ukrainienne de Koursk est peut-être l'occasion parfaite pour l'armée nord-coréenne d'acquérir cette expérience. L'armée ukrainienne a une présence limitée sur le territoire occupé. De plus, techniquement, la Corée du Nord n'étant tenue que de défendre la Russie, les 2 pays pourraient prétendre que le déploiement de Nord-Coréens à Koursk n'est que la reconnaissance et la réalisation de leur pacte militaire. Le déploiement de Nord-Coréens à Koursk permet à la Russie d'avoir plus de soldats disponibles sans retirer beaucoup de ses troupes sous contrat de la ligne de front principale dans le Donbass, ce qui permettra à la Russie de maintenir son rythme dans la région et de faire pression sur l'armée ukrainienne pour qu'elle reste sur la défensive. Donc, tant que l'Ukraine utilise ses capacités à longue portée pour se défendre, elle ne peut pas consacrer trop de ressources à lancer des frappes de précision. Ces frappes de précision ont ciblé les routes d'approvisionnement, les stocks et autres cibles militaires cruciales. L'Ukraine a néanmoins détruit ou endommagé des raffineries de pétrole à l'ouest du pays. Cela restreint l'accès de la Russie à un carburant essentiel pour ses machines de guerre. Le pays a dû cesser d'exporter du diesel et du gaz vers la plupart des autres nations commerçantes et a demandé au Kazakhstan de préparer un approvisionnement pour la Russie. Le manque d'approvisionnement intérieur et de capacité de raffinage empêche la Russie d'exporter autant de pétrole et de gaz à l'étranger qu'auparavant. Si la Russie doit commencer à raffiner le pétrole brut et le gaz qu'elle enverrait autrement à la Chine et à l'Inde, sa plus grande vache à lait disparaît soudainement. On estime que les exportations de l'industrie pétrolière et gazière représentent environ 45% du budget fédéral de la Russie. Si ces profits baissent, l'économie russe est en péril. N'oubliez pas, la Russie doit payer pour obtenir ses soldats nord-coréens. Elle envoie à la Corée du Nord des fournitures et peut-être de l'argent en retour. Si l'économie russe décline trop, même la Corée du Nord pourrait ne plus pouvoir fournir des soldats. Mais il y a un aspect encore plus important de pourquoi la Russie ne veut pas que l'Ukraine continue à lancer des frappes à longue portée. L'Ukraine a déjà commencé à cibler Moscou. L'attaque de drones du 10 septembre était parmi les plus grandes opérations offensives que l'Ukraine a lancées depuis le début de la guerre. Elle a envoyé plus de 140 drones, les dispersant à travers la Russie vers des cibles vitales. 20 drones ont été abattus près de Moscou par la défense anti-aérienne russe, mais les attaques ont endommagé des bâtiments
tuant une personne, et ont entraîné l'annulation du trafic aérien autour de la capitale. Pendant la majeure partie de la guerre, Moscou n'a pas été directement touché par les combats. La propagande du Kremlin a œuvré pour Poutine afin de pacifier, parfois par la force, les grands centres de population. Les efforts de conscription visaient principalement les zones les plus pauvres du pays, promettant souvent des salaires qui étaient 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale. Mais quand Moscou est devenu une cible, plus rien d'autre ne comptait. L'influence de Poutine sur la Russie persiste tant que les élites moscovites sont en sécurité. Si l'Ukraine réussit à éliminer ce sentiment de sécurité en étant capable de frapper Moscou avec des armes à longue portée, tout devient possible. Les mêmes personnes qui maintiennent Poutine au pouvoir peuvent être celles qui le déposent. C'est exactement pourquoi les soldats nord-coréens sont cruciaux pour la Russie actuellement. Ils offrent à Poutine une voie pour distraire l'Ukraine pendant au moins un peu plus longtemps, donnant à la Russie un peu de répit pour maintenir la pression dans le Donbass et déterminer les prochaines meilleures étapes. Mais les Nord-Coréens sont-ils prêts pour la bataille ? Des rapports indiquent que certains soldats nord-coréens ont déjà abandonné leur poste à Koursk et Bryansk. Malgré le faible nombre de soldats ayant déserté, 18, cela suggère qu'ils subissaient probablement des pressions, voire des menaces ou sanctions, pour aller combattre en Russie. Les soldats nord-coréens ont peut-être réalisé que la guerre en Ukraine est bien plus sanglante qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Certains soldats nord-coréens profitèrent de leur présence dans l'armée russe pour faire défection de la Corée du Nord. Avec des rapports de défection peu après leur arrivée, il est clair que la Russie ne peut pas exploiter pleinement le potentiel de ses soldats. Il y a probablement un manque de formation militaire. Deuxièmement, les soldats nord-coréens ne parlent probablement pas russe, ce qui crée une barrière linguistique quasi insurmontable. Ce manque de cohésion entre les troupes russes et nord-coréennes signifie probablement que l'Ukraine n'aura pas de problème significatif à gérer le premier lot de 10 000 soldats. Il risque de se désintégrer plus vite que les conscrits russes et pourrait ne pas être déployé en première ligne en Ukraine. Mais qu'en est-il du prochain lot ou de celui d'après ? La Russie pourrait profiter de l'occasion d'envoyer des soldats nord-coréens au front pour épargner ses propres troupes et sauver la face. Le fait que les soldats nord-coréens soient des moins performants que les troupes russes n'aura pas d'importance pour Poutine. Il ne serait là que pour empêcher la Russie de perdre des soldats plus expérimentés, ou pour absorber des balles dans l'espoir que l'Ukraine commence à manquer de munitions. Cela impliquerait que la Corée du Nord pourrait aider la Russie à prolonger la guerre pendant plusieurs années, ce qui serait dangereux pour l'Ukraine, pour une raison simple. Les États-Unis tiennent leurs élections présidentielles en novembre, et les chances de l'ancien président Donald Trump d'être réélu sont relativement élevées. Trump a exprimé sa volonté de maintenir une relation plus étroite avec la Russie que ne l'a jamais été l'administration du président actuel Joe Biden. De plus, il a déclaré que les États-Unis n'obtiennent pas autant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qu'ils n'y apportent que l'Inde. Bien qu'inédit, si Trump gagne l'élection et est investi l'an prochain, cela pourrait amorcer le début de la perte par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de son plus grand contributeur économique et militaire. Si Trump maintient le même sentiment concernant l'envoi de dons à l'Ukraine, alors l'Ukraine pourrait arrêter la guerre plus tôt que prévu. Si les troupes nord-coréennes s'avèrent partiellement efficaces pour prolonger la guerre, il est impossible de prédire comment le conflit peut évoluer. Mais qu'en pensez-vous ? Les soldats nord-coréens vont-ils faire une différence en Ukraine ? Ou est-ce simplement une posture de la Russie qui croit encore pouvoir gagner la guerre ? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous.